Madame la ministre, mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème qui touche aux ressources en eau, à savoir l'eau au cœur des crises et différends internationaux. Alors, toutes les régions du monde ont connu ou connaissent des tensions et conflits portant sur des aspects de gestion et protection de l'eau. Alors, ces tensions ou ces conflits peuvent avoir trait à la conduite de projets de construction de barrages et de détournement d'eau, à des problèmes de pollution ou à des problèmes d'investissement privé relatifs à la fourniture de services dans le domaine de l'eau. D'autres différends peuvent encore tenir à des questions de délimitation frontalière ou de protection des droits de l'homme quand il y a un problème d'accès à l'eau. Certains facteurs favorisent l'aggravation de tensions ou de risques, et nous avons déjà évoqué le problème de la croissance démographique, et donc la croissance des besoins, la concurrence entre les utilisations d'un cours d'eau international ou d'une nappe aquifère, ou encore des problèmes d'impact des changements climatiques. Donc, avec cette courte introduction, vous le voyez, les différends relatifs à l'eau sont variés. Et ils reflètent les nombreuses facettes de l'eau, qu'elles soient sociales, écologiques, culturelles ou économiques. Et ces différends et conflits connaissent plus ou moins d'intensité, ainsi qu'on pourra le voir. Alors, quand on parle du règlement des différends, eh bien, on se rend compte que la pratique du règlement des différends relatifs à l'eau est riche d'enseignements. Et ce que l'on va voir, c'est que dans la lignée de l'évolution du droit international relatif à la gestion et à la protection des ressources en eau, les différends ont d'abord porté sur certaines utilisations pour ensuite appréhender une large gamme d'utilisations à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Les mécanismes de règlement des différends utilisés présentent eux aussi une grande variété. Ils peuvent être judiciaires, ils peuvent être diplomatiques, ils peuvent être conventionnels ou institutionnels. Et l'on va voir aussi que ces mécanismes de règlement des différends peuvent avoir une compétence générale ou une compétence spécifique. J'ajoute que quand je parlerai des différends ou conflits relatifs à l'eau, je parlerai des conflits interétatiques, mais aussi des conflits qui impliquent des acteurs non étatiques. Donc, d'entrée de jeu, je dirais que la diversité des procédures de règlement des différends participe au respect de la règle de droit. Nous avons identifié les règles de droit applicables dans le domaine des ressources en eau et ces mécanismes de règlement des différends vont assurer la mise en œuvre de la règle de droit. Mais je le dirais d'emblée, je ne voudrais pas écarter le fait qu'il peut y avoir des tensions qui subsistent, même s'il y a une règle de droit, puisqu'il peut y avoir contestation entre deux acteurs, notamment deux États. Et tout cela, c'est aussi pour faire un lien avec un autre cours que je donnerai la semaine prochaine. Mais ces différends internationaux peuvent être aussi une cause d'aggravation de tensions qui peuvent entraîner des problèmes de paix et sécurité internationale. Et donc, dans le dernier cours, nous parlerons aussi de ces problèmes de paix et de sécurité internationale liés à la ressource en eau. Alors, dans le cadre de ce cours, aujourd'hui, je vais tout d'abord évoquer brièvement le fait que nous avons une panoplie de mécanismes de règlement des différends. Et puis ensuite, je porterai plus particulièrement mon attention sur le règlement des différends interétatiques. Puis j'évoquerai les différends qui impliquent les acteurs non étatiques et les procédures que l'on peut utiliser pour ce faire. Et ensuite, j'ai utilisé quelques questions en guise de conclusion qui méritent réflexion et attention. Alors tout d'abord, la question de la panoplie des mécanismes de règlement des différends. Et je crois que ce que l'on peut dire, c'est que comme dans d'autres domaines du droit international,
le règlement des différends relatifs à l'eau douce a grandement bénéficié au fil du temps de la volonté des États de s'engager à l'avance à recourir à des mécanismes diplomatiques, judiciaires et quasi-judiciaires de règlement des différends. Je pense aussi que beaucoup de progrès ont été réalisés avec l'institutionnalisation de mécanismes de règlement des différends et la possibilité pour des acteurs non étatiques de pouvoir avoir accès à la justice internationale. Donc, nous avons ces mécanismes qui ont été mis en place. Ils sont judiciaires, ils sont aussi diplomatiques. Et vous le verrez, je considère que la négociation est un instrument très important en matière de règlement des différends, de même que la possibilité d'intervention d'un tiers diplomatique. Alors donc, mécanismes judiciaires, mécanismes diplomatiques. Parmi les mécanismes judiciaires, ainsi que vous le verrez, je parlerai tant de la justice rendue par une cour permanente que de l'arbitrage. Et je voudrais signaler d'emblée, quand je parlerai du recours à des procédures judiciaires, c'est que du fait que nous avons beaucoup de traités dans le cadre des ressources en eau, eh bien, la négociation de ces traités, qui est un art de la négociation, qui est une résultante de la négociation, a permis aux États d'envisager des mécanismes de règlement des différends. Et donc, les différends que nous allons analyser quand nous regarderons un peu les procédures qui seront utilisées, bien souvent, ces procédures vont interpréter, appliquer un traité international. Donc, je souligne l'importance, et je l'ai déjà dit, du rôle des traités dans la gouvernance des ressources en eau. Alors, d'autre part, je parlerai des États, mais aussi des acteurs non étatiques. Je voudrais dire aussi que les organisations internationales peuvent avoir un rôle à jouer pour promouvoir la règle de droit en matière de ressources en eau. Et dans ce contexte, je voudrais évoquer le rôle de l'Union européenne, qui a diverses compétences contentieuses pour ces différents organes qui lui permettent de faire respecter la règle de droit en matière de gestion des ressources en eau. Alors, panoplie, riche variété, volonté des États de s'engager dans le règlement des différends, en tout cas de pouvoir recourir à des mécanismes de règlement des différends. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on regarde bien la pratique, on se rend compte que presque tous les mécanismes de règlement des différends que nous connaissons, au plan universel ou au plan régional, ont été saisis de questions relatives à l'eau. Donc, une utilisation des procédures que nous avons à disposition. Et je pense que cela vient du fait, et je l'ai déjà souligné, que les différends relatifs à l'eau font intervenir les différentes facettes de l'eau. Et l'eau, la ressource en eau, c'est un problème complexe qui va faire intervenir différents corps de normes, que ce soit les questions de droit de l'eau, que ce soit les questions d'investissement privé ou public, ou par exemple encore des questions frontalières. Donc, vous avez cette panoplie, et de manière intéressante, il n'y a pas d'institution qui ait une compétence spécifique dans le domaine de l'eau. Il n'y a pas cela, à part peut-être certaines commissions de bassin qui ont ces compétences. Alors, brièvement, je voudrais évoquer avec vous une institution qui a une compétence spécifique dans ce domaine, mais c'est une institution de droit interne espagnol, et c'est le tribunal des eaux de la plaine de Valence. Vous en avez ainsi pour la plaine de Murcie. C'est un mécanisme très intéressant qui date à partir du 9e, 13e siècle en Espagne. C'est un mécanisme traditionnel de gestion de l'eau qui permet à des représentants des agriculteurs d'être sélectionnés, d'être choisis pour décider de questions qui sont des questions de répartition de la ressource en eau en matière d'irrigation, en matière d'arrosage. Et quand on regarde bien les statuts de ce tribunal, on se rend compte qu'il est même prévu que quand il y a des périodes de sécheresse, eh bien, ce syndic, ce tribunal, bénéficie de pouvoirs illimités
en matière de distribution de l'eau pour corriger les problèmes s'il y a sécheresse. Donc, je voulais évoquer cet exemple parce que c'est une structure traditionnelle. C'est d'ailleurs une structure traditionnelle qui est reconnue par l'ordre juridique espagnol. Donc les décisions de ce tribunal sont prises en compte dans l'ordre juridique espagnol. Et je le souligne parce que finalement, est-ce que nous ne devrions pas aussi penser à ce type de mécanisme dans d'autres pays, mais aussi peut-être aussi à l'échelon international d'un bassin? Il pourrait y avoir, s'il y a confiance entre les États, peut-être ce type de mécanisme avec des personnes qui sont reconnues pour leur impartialité et leur savoir dans le domaine de la gestion de l'eau. Alors venons-en maintenant aux questions de règlement des différends interétatiques. Nous avons parlé dans le cadre de ce cours de la Convention de 1997 des Nations Unies sur les utilisations des cours d'eau autres que la navigation. J'ai aussi parlé du projet d'article sur le droit des aquifères transfrontières adopté par la Commission du droit international. Si vous regardez ces projets, vous verrez que chaque instrument va identifier une panoplie, un menu de mécanismes de règlement des différends. Alors, je voulais simplement vous donner l'exemple du paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention de 1997. Je pense qu'il est très illustratif de ce qu'il y a à disposition des États pour régler leurs différends. Si les parties intéressées ne peuvent parvenir à un accord par la voie de la négociation demandée par l'une d'entre elles, elles peuvent solliciter conjointement les bons offices d'une tierce partie ou lui demander d'intervenir à des fins de médiation ou de conciliation, ou avoir recours, selon qu'il conviendra, à toute institution mixte de cours d'eau qu'elle peut avoir établie, ou décider de soumettre le différend à une procédure d'arbitrage ou à la Cour internationale de justice. Donc voilà, ce sont les mécanismes que les États ont à disposition, qui ont été inventoriés dans la pratique, qui codifient la pratique du choix des modes de règlement des différends. Vous avez dans cet article 33, et vous pourrez le regarder, une procédure spéciale qui est une procédure d'enquête impartiale prévue pour les États partis à la Convention. Et puis, je voudrais aussi souligner, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de la compétence contentieuse d'un tribunal ou de la Cour internationale de justice, que pour qu'on puisse saisir la Cour internationale de justice ou un tribunal arbitral, il faut qu'il y ait consentement des deux États partis. Et donc, la Convention de 1997 rappelle que les États pourraient à l'avance reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice ou la compétence d'un tribunal pour régler un différend. Alors je souligne ce problème de consentement, je n'y reviendrai pas, mais ça c'est une des caractéristiques de l'ordre juridique international, c'est que pour que les États soient attraits devant une juridiction internationale, il faut qu'ils aient accepté par avance cette compétence. Alors maintenant, venons-en aux questions de mode juridictionnel de règlement des différends. Alors, dans ce contexte, je voulais vous rappeler, il faut que les États l'acceptent à l'avance, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait ou ils l'ont fait pour des différends particuliers. Et ce qui est intéressant, c'est que les États n'ont pas hésité, n'hésitent pas à recourir à la Cour internationale de justice ou à sa prédécesseur, la Cour permanente de justice internationale, ou encore à recourir à une procédure arbitrale. Donc, dans le domaine des ressources en eau, il y a une accoutumance des États à ce type de procédure. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on n'a pas la possibilité d'analyser tous les différends qui ont été portés devant ces juridictions, mais si vous regardez bien la panoplie des différends qui ont été portés devant la Cour permanente et devant la Cour internationale de justice, vous verrez qu'en fait, les différends suivent l'évolution du droit international des ressources en eau. Et comme je vous l'ai dit, on a commencé avec la navigation. Et donc, les questions de navigation vont être les grandes questions dont va être saisie la Cour permanente de justice internationale. Je vous rappelle, nous avons parlé de l'affaire de la commission de l'Oder, à l'occasion de laquelle la Cour permanente a dit un fleuve international, c'est le cours d'eau principal et les affluents de ce cours d'eau principal. Et puis, une autre affaire qui est aussi intéressante, c'est l'affaire des eaux de la Meuse, où là, la Meuse servait de réservoir pour la Belgique et les Pays-Bas, parce qu'ils construisaient des canaux artificiels, mais ils en construisaient tellement
qu'il y a eu des tensions entre les deux États. Et donc, la Cour a été saisie de ce différend. Mais pourquoi est-ce qu'il construisait à l'époque des canaux? Il le construisait pour la navigation. Donc, on est toujours en lien avec la navigation. Alors, la Cour permanente a aussi développé les libertés commerciales associées à la liberté de navigation, notamment à l'heure de la colonisation, quand elle voulait régler les voies de communication sur les fleuves en Afrique, et notamment pour le fleuve Congo. Alors, s'agissant de la Cour internationale de justice, vous le savez, nous en avons déjà parlé, la Cour a été saisie de certains différents importants en matière de ressources en eau, notamment la question du barrage Gapchikovo-Najimarost, relative à la construction d'un système conjoint d'écluses pour la production d'énergie, pour gérer la navigation et le contrôle des eaux. Et vous vous rappelez qu'à l'occasion de ce différend, eh bien, la Cour, nous étions à la fin du XXe siècle, la Cour a rappelé l'importance de la protection de l'environnement. Et pour nous, pour nous juristes, ça a été un moment très important parce que nous avons compris que parmi les règles qui pouvaient trouver application dans un différend relatif aux ressources en eau, l'on devait aussi parler de protection de l'environnement. Et la Cour, vous vous rappelez, a dit les États, vous devez prendre en compte le droit à l'heure actuelle, le droit tel qu'il existe en matière de protection de l'environnement pour interpréter votre traité. Alors je voudrais aussi rappeler que dans le cadre de l'affaire relative au barrage Gapchikovo-Najimarost, la Cour a dit quelque chose de très important. Elle l'a dit, d'ailleurs je l'ai déjà dit aussi pour la Cour permanente, l'avait déjà dit pour l'affaire du détournement de la Meuse. Elle a dit « Je ne peux qu'indiquer ce que les parties devraient faire ». Alors je cite ce que la Cour dit. « Il n'appartient pas à la Cour de déterminer quel sera le résultat final de ces négociations que doivent mener les parties. Il appartient aux parties elles-mêmes de trouver une solution concertée qui tienne compte des objectifs du traité, qui doivent être poursuivis de manière conjointe et intégrée, ainsi que les normes de droit international de l'environnement. » Et alors je souligne cela parce que pour moi c'est une réflexion très importante, c'est de me dire finalement quel est le rôle du juge dans le contexte du règlement de différends relatifs à l'eau. Le juge peut, quel est en fait le mandat, quel est son mandat, comment peut-il exercer sa fonction judiciaire? Alors nous avons vu, et nous le verrons, le juge peut identifier les règles d'application. Et il l'a fait récemment, on reparlera de ce différend. Il peut pousser les parties à négocier, ainsi que je viens de le dire, mais est-ce que le juge est à même de pouvoir décider ce que serait la bonne utilisation entre deux États limitrophes ou entre plusieurs États riverains? Et là, je crois qu'il y a une réflexion à mener parce qu'il me semble que tant dans le domaine des ressources en eau que dans le domaine de la protection de l'environnement, l'office du juge est de permettre aux parties de trouver une solution, mais ces intérêts sont tellement locaux et propres aux États qu'il me semble difficile qu'un juge puisse aller plus loin que celui d'indiquer les facteurs et les conditions à prendre en compte. Alors, les affaires portées devant la Cour internationale de justice ont aussi permis d'identifier, nous en avons parlé aussi, des principes de droit de l'environnement applicables aux ressources en eau, et notamment, nous en avons parlé, la question de l'étude d'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier. Ça, je pense que nous le devons beaucoup, l'affirmation de ce principe le doit beaucoup à la Cour internationale de justice. Autre différend interétatique réglé de manière juridictionnelle qui touche à l'eau, c'est les questions de frontières, c'est les questions de délimitation de frontières. Vous vous rappelez que c'est à peu près 30% des frontières du monde qui sont tracées autour de cours d'eau. Et donc, la Cour a dû, comme d'autres juridictions, a dû décider des questions de tracé de frontières. Et vous vous souvenez, je l'ai dit aussi, je trouve que les juges, la Cour internationale, mais d'autres juridictions, ont aussi été éclairés en prenant en compte le besoin des populations locales. Puisque finalement, quand on trace une frontière, on sépare deux populations, mais bien souvent, il y a
une population qui vit autour d'une ressource en eau et dont on doit prendre en compte les ressources locales. Et la jurisprudence de la Cour internationale de justice montre l'importance pour les États de prendre en compte les nécessités sociales, la vie locale autour d'un cours d'eau international. Alors, dernière affaire que je voudrais évoquer, et nous pourrons en parler avec la professeure Fuentes, c'est une affaire qui a opposé le Chili à la Bolivie relative au fleuve Silala. Et dans ce contexte, je pense que c'est aussi un fait marquant, c'est qu'il n'y avait aucun traité qui trouvait application. Et donc c'est le droit international coutumier qui a pu être appliqué, qui a été appliqué par la Cour. Et je crois que cette affaire, elle pourra être discutée, mais elle montre que le droit international de l'eau a beaucoup évolué au cours du XXe siècle. Et au début du XXIe siècle, je pense que nous pouvons dire que nous avons un corpus de normes nourri en matière de gestion, de régulation des eaux transfrontières. Alors maintenant, arbitrage interétatique, certains sont gérés par la Cour permanente de justice internationale. Nous les avons évoqués, mais deux affaires relatives à des barrages, l'affaire du lac Lanou, vous vous en souvenez, l'affaire du barrage Kishanganga. Et là, les tribunaux internationaux, je pense, ont joué un rôle très important pour marquer l'importance de la notification et de la consultation, ou encore l'importance de l'application des principes de protection de l'environnement, et notamment pour le barrage Kishanganga, la nécessité d'avoir un débit minimum environnemental dans les cours d'eau, quels que soient les projets de dérivation d'eau. Alors vous avez aussi un autre différend qui a opposé les Pays-Bas à la France, relatif à la pollution du Rhin par des chlorures. Et dans ce contexte, il y avait un mécanisme de compensation économique qui avait été mis en place. Et les Pays-Bas considéraient que la France n'avait pas respecté ses engagements. Et donc, il y a eu un règlement arbitral de ces questions. Et à l'heure actuelle, eh bien, le Pakistan, dans le cadre du traité de l'Indus, a demandé la mise en place d'un tribunal arbitral. Donc, vous le voyez, les États sont habitués à recourir à ce type de procédure. Alors maintenant, qu'en est-il des modes diplomatiques de règlement des différends, puisque tous les États n'ont pas accepté d'aller devant la Cour ou de recourir à l'arbitrage? Alors quelles seraient les autres possibilités de recourir, de régler un différend? Et donc dans ce contexte, je voudrais évoquer l'importance des commissions de bassin pour les cours d'eau transfrontaliers. Les commissions de bassin, vous savez, ce sont des mécanismes conjoints qui sont mis en place dans le cadre d'un traité. Donc, il faut un traité pour gérer le cours d'eau. Et là, dans cette commission conjointe, les États vont discuter, échanger, par le biais de leurs experts, de leurs représentants, sur la gestion du cours d'eau. Et nous avons des exemples, et je vous ai mis à l'affiche, sur l'écran, un exemple extrait de la Convention sur la coopération pour le développement du bassin du Mékong, où l'on voit que la Commission du Mékong a des pouvoirs en matière de règlement des différends. On cite aussi beaucoup le cas de la commission mixte entre les États-Unis et le Canada, pour laquelle on a reconnu des pouvoirs de décision obligatoires pour régler les différends entre les deux États. Alors ça, je pense que c'est un aspect qui devrait être beaucoup plus favorisé. On devrait beaucoup plus inciter les États parties à régler leurs différends par le biais de commissions de bassin, et c'est de la négociation institutionnalisée, finalement. Alors, venons-en à la négociation, quand il n'y a pas de cadre. Quand il n'y a pas de cadre, alors il y a des accords de négociation, notamment quand les États décident de conclure des traités. Ça, c'est le fruit de la négociation. Mais il peut y avoir aussi des crises. Alors, j'évoquerai un exemple qui est connu de nous en Europe. C'est l'accident de l'usine chimique Sandoz vers Bâle, en Suisse, qui a entraîné beaucoup de pollution dans le Rhin et qui a eu des impacts tant en France qu'en Allemagne et en Suisse aussi. Et ce qui est intéressant, et je pense que ça c'est un attrait pour les États de la négociation, c'est que dans ce contexte, eh bien, les autorités suisses n'ont pas voulu reconnaître leur responsabilité par rapport à ce qu'avait fait l'entreprise, mais les autorités suisses ont utilisé leurs bons offices pour que la
l'entreprise Sandoz négocie avec des acteurs publics et privés la compensation qui devait être due. Et donc, dans ce contexte, par exemple, eh bien, il y a eu un accord conclu entre le ministère français de l'Environnement en 1987, une association alsacienne de victimes de la pollution et la société Sandoz. Donc là, un accord de compensation qu'on appelle ex gratia, sans reconnaître la responsabilité d'un acteur ou un autre. Vous avez eu d'autres accidents en Roumanie, Baia Mare, Baia Borsa, qui ont eu des impacts sur la Hongrie. Et là, on n'a pas parlé d'accord de compensation, mais on a parlé d'accord pour communiquer, échanger les informations, pour gérer le différend. Vous avez eu la même chose à propos du fleuve Songkhla, qui est un affluent du fleuve Amour, qui est le traité frontalier entre la Chine et la Russie. Là, il y a eu aussi un très grave déversement de produits chimiques. Et il y a eu un accord qui a été conclu entre la Russie et la Chine en matière d'échange d'informations, en matière de gestion de ces eaux. Donc, la négociation, elle peut jouer un rôle, vous allez me dire avec ces exemples que c'est de la négociation qui est ex post, bien sûr. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut penser que la négociation, c'est aussi la conclusion d'accords internationaux qui soient le plus aptes possible à prévenir les différends et à les résoudre s'il y avait un problème. Alors les moyens diplomatiques, c'est aussi l'intervention de tiers diplomatiques qui peuvent intervenir et qui peuvent conduire deux États à régler leurs différends. Alors dans ce contexte, je voudrais évoquer une initiative diplomatique qui me paraît très importante et qui est riche d'enseignements. C'est une initiative diplomatique qui a été conduite par le président de la Banque mondiale au sortir de la décolonisation et de la séparation entre l'Inde et le Pakistan. Il y avait un conflit très important relatif aux eaux de l'Indus. Et dans ce contexte, eh bien, la Banque, de toute façon, mondiale ne pouvait pas prêter parce que les États s'opposaient et donc la Banque était prise en tenaille. Et dans ce contexte, vous avez eu l'initiative du président de la Banque mondiale de l'époque, M. Eugene Black, qui a considéré qu'il fallait régler les tensions relatives au fleuve Indus qui naissaient entre le Pakistan et l'Inde. Et je vous encourage à lire sur cette initiative de bons offices du président de la Banque mondiale parce que c'est une initiative qui a été conduite sur 10 ans. Donc c'était une initiative au long terme. Et c'est une initiative aussi où il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés. La Banque s'est trouvée dans des impasses, mais à un moment, la Banque a compris qu'il y avait peut-être une solution et elle a mis sur la table une proposition. Donc elle n'est pas venue tout de suite avec une proposition, elle est venue après un certain temps avec une proposition qui a été acceptée par les deux États et qui a conduit à l'accord, à l'adoption du fleuve Indus, du traité du statut du fleuve Indus en 1960. Et vous connaissez peut-être les relations entre ces deux pays, il y a déjà eu 3 guerres, et chaque fois, le traité a survécu et il y a à l'heure actuelle des différends qui les opposent et il les règle par des procédures prévues par ce traité. Donc, pour moi, c'est une initiative qui est riche d'enseignements. Le long terme, la volonté d'implication de la Banque mondiale et la volonté de proposer des solutions. Je souligne cela puisque nous avons déjà évoqué par exemple les questions du Nil ou les questions du Mékong. Et donc, dans ce contexte, il peut y avoir des impasses entre les États partis à ces différends. Et il est souhaitable qu'il y ait des tiers qui puissent permettre à ces pays en tension, en conflit, de trouver une solution aux différends qui les opposent, aux différends potentiels, puisqu'en fait, un tiers pourrait intervenir à l'avance pour tenter de raisonner, pour tenter de trouver des arguments qui préviennent la survenance de différends. Donc voilà, une initiative. Un autre exemple de moyens diplomatiques, c'est dans le traité de l'Indus. Vous devriez regarder les mécanismes de règlement des différends parce qu'ils sont très intéressants. On va avoir certaines dispositions. Mais là, vous avez dans la question du fleuve Indus le rôle de la commission de l'Indus, donc la commission mixte. Et puis, s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de règlement, alors il y a la possibilité de nommer un expert neutre
ou la mise en place d'un tribunal arbitral, comme dans l'affaire Kishanganga. Et là, je le souligne, vous avez là la question de la nomination d'un expert neutre, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent cet expert neutre devra être highly qualified engineer. Donc, il y a des connaissances techniques qui doivent être à disposition pour tenter de régler le différend de manière technique. Et vous avez eu une expertise rendue par un expert neutre dans l'affaire Bagliar. C'était un barrage sur le Chenab, qui était un des affluents, une des rivières du système Indus. Donc, règlement par négociation, règlement avec l'intervention d'un tiers. Les avantages de ces mécanismes, c'est, je crois, la possibilité de mettre autour d'une même table des acteurs de statuts différents. Je pense que les acteurs infra-étatiques ont leur mot à dire en matière de règlement des différends internationaux, et donc ils devraient pouvoir être consultés, avoir un mot à dire. On l'a vu ça dans l'affaire de la pollution sans eau. La négociation, l'intervention du tiers, ça permet de ne pas rentrer dans des questions de responsabilité internationale, de responsabilité contentieuse, et donc de ne pas montrer du doigt un État ou l'autre pour ces violations. Donc ça permet de sauver la mise, la face, tout en trouvant une solution pour l'avenir. Je crois aussi, mais vous pourrez en parler avec notre intervenante ensuite, que la négociation ou le mode diplomatique de règlement des différends, ça permet aussi à un État de pouvoir contrôler le processus ou d'avoir l'impression de contrôler le processus jusqu'à l'issue de ces différends. Mais sachant qu'un État, comme toute personne, doit se comporter de bonne foi. Et la grande question, c'est comment tester la bonne foi des États. Alors, autre élément intéressant, c'est que les modes juridictionnels et diplomatiques peuvent agir en séquence. Et alors, vous avez un exemple qui est intéressant, c'est un exemple relatif à un barrage qui a opposé les États-Unis et le Canada, c'était le Canada et les États-Unis, le Goat Dam vers le lac Ontario. Et il y avait un différend qui était né depuis le début du XXe siècle, il y avait des problèmes causés à des particuliers. Et alors, il y a eu volonté d'abord des échanges diplomatiques. Les échanges diplomatiques ont conduit à ce que il y a une commission de réclamation qui soit mise en place, qui a permis aux particuliers de pouvoir demander à être compensés pour des dommages qu'ils avaient subis. Et puis ensuite, quand le tribunal la commission de compensation ou la commission de réclamation des réclamations a fini son travail, il y a eu un accord politique qui a réglé toute la question. Donc vous le voyez, un séquençage qui est intéressant puisque finalement, on met à profit tant les moyens diplomatiques que les moyens judiciaires. Et je voudrais aussi évoquer une pratique que j'ai déjà évoquée avec vous, c'est que quand la Cour internationale de justice ou un tribunal arbitral rend un arrêt, eh bien, peut-être qu'il est difficile d'appliquer cet arrêt pour des raisons politiques ou techniques, etc. Et puis, il peut y avoir, ça peut être aussi l'objet de pression de part et d'autre. Et dans ce contexte-là, j'ai déjà évoqué avec vous le différend frontalier entre le Cameroun et le Nigeria. Et c'était un arrêt très important puisqu'il a tracé toute la frontière tant terrestre que maritime entre ces deux États. Mais vous aviez à l'époque le secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, qui était au fait de la réalité entre ces deux pays, et notamment en relation avec la péninsule de Bakassi, où il y a aussi des champs de pétrole. Et lui s'est dit, il faut absolument anticiper le rendu de la décision judiciaire pour permettre que cette décision s'applique le mieux possible. Et donc, avant que la Cour internationale ne rende son arrêt, eh bien, il a mis en place un processus de négociation avec un représentant. Et il y a un accord qui a ensuite été, après le rendu de la décision, il y a un accord qui a été conclu entre le Cameroun et le Nigeria, l'accord de Green Tree, qui a permis de régler certaines questions relatives à la péninsule de Bakassi. Et vous vous rappelez que l'un de ces aspects, c'était le traitement des populations locales autour des cours d'eau dans la péninsule de Bakassi. Donc, moyen diplomatique qui vient compléter très sagement le règlement judiciaire. Donc, conclusion pour ces questions de différends étatiques, des modes
de règlement des différends pour les différends étatiques relatifs aux cours d'eau ou aux ressources en eau, c'est que les États montrent une familiarité avec les mécanismes, avec les procédures juridictionnelles, et ils présentent d'autant plus cette familiarité quand ils ont à disposition un traité qui prévoit ces procédures, dans lesquelles ils se sont engagés par avance à régler par un mode ou un autre le différend qui les oppose. Je considère que les mécanismes diplomatiques jouent aussi un rôle très important, quelquefois même en complément des mécanismes judiciaires, mais les mécanismes, s'il n'y a pas de procédure judiciaire, il y aura un mode diplomatique de règlement des différends, mais ce mode diplomatique peut buter sur le manque de volonté politique d'un État ou de plusieurs États pour régler le différend. Dans ce contexte, l'intervention du tiers, à mon avis, est essentielle, et elle sera de plus en plus essentielle si on pense aux impacts des changements climatiques et si on pense à la baisse du débit des cours d'eau internationaux dans le monde entier. Donc il y aura des problèmes de concurrence et de compétition en termes d'usage de l'eau. Et pour moi, j'appelle de tous mes voeux à penser à comment on pourrait identifier un corps de personnes qui seraient à même de pouvoir jouer, offrir des bons offices qui soient pas simplement politiques, qui soient techniques, scientifiques, mais qui soient aussi éclairés par la règle de droit. Et je pense aussi, ça c'est un autre enseignement de l'initiative de l'Indus par la Banque mondiale, c'est qu'il faut qu'il y ait des moyens d'intervention et peut-être que des mécanismes financiers pourraient aussi être mis en place pour donner aux États la possibilité de mettre à profit l'accord qu'ils auraient conclu avec l'intervention d'un tiers. Voilà, donc ça c'était une présentation des mécanismes diplomatiques de règlement des différends. Je voudrais maintenant envisager avec vous la question des différends qui impliquent des acteurs non étatiques. Parce que c'est vrai, et je pense que nous avons raison, nous, juristes internationaux ou acteurs ou savants des relations internationales, les rapports interétatiques sont essentiels, ils doivent être gouvernés par la règle de droit, mais je voudrais aussi souligner que beaucoup de différends qui naissent entre États naissent en fait de problèmes de tension interne à un État, de problèmes de mal-gestion d'une ressource en eau au plan interne. Et donc, il est aussi nécessaire de pouvoir donner des voies de droit à des acteurs non étatiques pour pouvoir régler les différends et permettre de pacifier les relations internationales. Alors, dans ce contexte, quand je parle d'acteurs non étatiques, je parle d'individus ou de groupes d'individus qui peuvent avoir leurs intérêts affectés. Vous vous souviendrez que quand on a eu le cours sur l'accès à l'eau, j'ai beaucoup parlé par exemple des populations autochtones. Ça, c'est un groupe d'individus dont les intérêts ont souvent été spoliés en matière de gestion des ressources en eau. Il y a aussi toute la question de la participation au processus de décision qui est très important, et je reviendrai sur cela. Alors, quels sont des exemples de voies de droit offertes à ces acteurs non étatiques? La question, on va voir la question des droits de l'homme. On va évoquer, parce qu'on ne peut pas traiter en profondeur de ces questions, la question du droit des investissements. Mais vous allez voir aussi qu'il y a des accords de protection de l'environnement qui prévoient aussi des voies de droit pour des acteurs non étatiques. Alors, juste à titre d'exemple, et puis je vous référerai aux cours que nous avons déjà eus, mais je voudrais dire que tant les mécanismes universels de protection des droits de l'homme que les mécanismes régionaux ont joué un rôle pour tenter de régler des différends relatifs à l'eau. Et je pense que la contribution de ces organes universels et régionaux de protection de l'environnement montre, et j'en suis persuadée, les liens
de plus en plus fournie entre la gestion de la ressource en eau et la protection des droits de l'homme ou de la personne humaine. Alors, un exemple à l'écran, c'est une affaire qui avait été une communication contre la Nouvelle-Zélande. C'est la minorité maori qui a porté cette communication devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Ça avait trait à des problèmes de réglementation de la pêche commerciale et non commerciale, accomplie, faite, décidée par la Nouvelle-Zélande. Et dans ce contexte, eh bien, le comité a donné raison aux Maoris et a considéré que l'acceptabilité des mesures qui affectent ou interfèrent avec les activités économiques culturellement significatives d'une minorité dépend de la question de savoir si les membres de la minorité en question ont eu l'occasion de participer au processus de décision relatif à ces mesures. Et donc, vous le voyez, la participation pour assurer le respect des pratiques traditionnelles, le respect de l'identité de ces populations. Alors, autre exemple que vous pouvez avoir à l'esprit, j'ai évoqué certains différents déjà, mais pour la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, dans aucun des instruments des droits de l'homme, vous vous rappelez qu'il y a un droit à l'eau, c'est une évolution jurisprudentielle et c'est une évolution du droit onusien qui a affirmé ces pétitions du droit à l'eau et à l'assainissement. Mais néanmoins, toutes les cours ont interprété de manière évolutive leur statut constitutif pour faire entrer la problématique de l'eau. Et là, je vous donne un exemple, c'est l'affaire Tatar contre la Roumanie. Elle est liée à la pollution dont j'ai parlé tout à l'heure, pollution entre la Roumanie et la Hongrie. Et là encore, eh bien, la Cour a dit que les particuliers voulaient faire arrêter l'activité de cette mine qui avait causé des problèmes, rupture d'un barrage, etc. Et la Cour a dit, en tout cas, ces personnes devraient être informées de ce qui se passe à côté de chez eux, ils devraient être consultés, ils devraient participer au processus de décision. Et la Cour européenne, dans cette affaire, a considéré qu'il n'y avait pas eu d'étude d'impact qui avait été conduite et donc qu'il y avait violation des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, un exemple, vous avez aussi d'autres exemples importants au plan latino-américain. Nous avons beaucoup parlé de cela parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont concerné des populations, des communautés autochtones pour lesquelles les ressources en eau étaient spoliées. Et la Cour et la Commission européenne et la Commission interaméricaine ont bien montré que ressources en eau et dignité humaine vont de pair et que si on ne protège pas les ressources naturelles dans les territoires où vivent les communautés autochtones, il ne peut pas y avoir de vie digne au sens des droits de l'homme. La Commission africaine aussi a rendu des décisions qui lient eau et droits de l'homme, et notamment un exemple, c'est une plainte contre le gouvernement du Zaïre et l'État du Zaïre, et là, la Commission africaine a dit de ne pas fournir des services de base tels que l'eau potable constitue une violation du droit à la santé. Donc vous le voyez, tous ces différends ont trait à des problèmes de mal-gouvernance, des problèmes de mal-gouvernance qui peuvent ensuite dégénérer en tensions plus graves et même créer des déstabilisations d'un pays à un autre. Alors à côté de ces voies de droit offertes par les droits de l'homme, vous avez d'autres voies de droit qui sont celle de la protection des investissements. Alors je donne simplement des indications pour vous montrer qu'en droit des investissements, on a aussi parlé de la question des ressources en eau et dans ce contexte, les différends qui ont été portés devant des tribunaux d'investissement ont eu trait à l'octroi de concessions et les conditions de l'octroi d'une concession à un opérateur privé par un État ou alors à l'interprétation de clauses contractuelles quand il y a un contrat de concession qui est négocié entre un État et un investisseur. Et il y a eu notamment, par exemple, des questions de gel des tarifs de l'eau, du prix de l'eau, demandé, imposé par un État, et l'investisseur s'en est plaint. Vous avez, par exemple, tout un contentieux qui a trait à l'Argentine après la crise financière de 2001. Alors, de 2000, pardon. Donc, dans ce contexte, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que l'eau, elle a, on l'a dit, une facette économique. Et la grande question, et on en a parlé, c'est comment est-ce que les tribunaux spécialisés, comme les tribunaux d'investissement, peuvent régler des questions d'investissement, de protection des investissements,
en relation avec les droits de l'homme. Et là, je vous ai dit, pour l'heure, il y a cohabitation, mais il n'y a pas encore véritablement d'intégration de ces deux problématiques. Et je vous donne simplement un exemple, c'est tiré de la sentence Urbaser dont nous avons parlé, qui a trait à une concession octroyée par l'Argentine. Au fond, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de violation du droit des investissements, mais l'Argentine avait fait une contre-réclamation en mettant en question la responsabilité de l'investisseur. Et l'Argentine avait dit, l'investisseur, la société privée, doit respecter le droit à l'eau des populations. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que le tribunal arbitral a dit, le droit à l'eau, c'est l'État qui doit le garantir. L'entreprise privée n'a pas l'obligation de faire respecter le droit à l'eau. L'entreprise privée a l'obligation de ne rien faire pour empêcher que le droit à l'eau soit respecté. Et vous avez, ça je le souligne parce que vous avez à l'heure actuelle pas mal de discussions sur la responsabilité, la responsabilisation des acteurs économiques. Et là aussi, les acteurs économiques jouent un rôle très important en matière de gestion et protection des ressources en eau. Alors, autre voie de droit, je les évoque simplement pour que vous ayez l'idée de ce qui existe, puisque le droit international offre différentes procédures. Je vous ai parlé du financement public par la Banque mondiale ou par les banques régionales. Et dans ce contexte, toutes ces institutions financières publiques ont mis en place des mécanismes de plainte offerts par les victimes de projets financés par ces institutions financières. Et c'est intéressant, je vais donner quelques exemples, mais si vous regardez les plaintes portées devant ces mécanismes mis en place par les institutions financières, Banque mondiale, mais aussi régionales, vous verrez que beaucoup d'entre elles touchent à la question des ressources en eau. Donc là aussi, il y a des voies de correction qui peuvent être sollicitées. Alors, autre possibilité, c'est les voies qu'offrent les accords de protection de l'environnement. Et dans ce contexte, les accords de protection de l'environnement, vous avez des procédures de non-respect. Alors, vous avez en matière de protection de l'environnement, c'est un fait étonnant, mais je pense que c'est un fait dont on devrait se saisir pour réfléchir. Vous avez très peu de voies offertes aux acteurs non étatiques. Les mécanismes qui sont mis en place peuvent être initiés par des secrétariats de conventions internationales ou par les États, mais il y a très peu de voies offertes aux acteurs non étatiques. Néanmoins, vous avez une belle exception avec la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information et la participation du public. Et dans la convention d'Aarhus, vous avez une possibilité pour des particuliers, pour des acteurs non étatiques, de porter plainte contre un autre État qui, dans un cadre transfrontalier, qui n'aurait pas fait ce qu'il devait faire. Alors, je vous donne l'exemple, ça paraît être de l'histoire d'il y a très longtemps. C'était l'Ukraine d'avant ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est un différend qui avait opposé la Roumanie à l'Ukraine. C'était un problème de construction d'un canal qui allait, selon la Roumanie, porter atteinte à l'équilibre du delta du Danube. Donc il y a eu un conflit long, il y a eu beaucoup de procédures qui ont été engagées, et dans ce contexte, vous avez eu une plainte portée par une ONG sur le fait qu'il y avait un problème de non-accès à l'information, de non-participation à la procédure de décision, et le comité avait donné raison. Alors ces procédures des accords de protection de l'environnement, ils ne sont pas très ouverts, ils ne sont pas beaucoup ouverts aux acteurs non étatiques, et en plus, leurs décisions ont valeur de recommandation. Donc là aussi, peut-être qu'il y a nécessité de réflexion à comment améliorer la protection de l'environnement quand des particuliers veulent faire valoir que ces accords n'ont pas été respectés pleinement. Alors voilà, c'était un inventaire des possibilités, c'est un inventaire non exhaustif, mais ça vous donne une idée de ces différentes voies de droit pour les acteurs non étatiques. Alors maintenant, en conclusion, quelques réflexions sur finalement
que signifie le règlement des différends dans le domaine de la gestion, de la protection de l'eau. Et je pense qu'il y a différentes réflexions qui viennent à l'esprit que je voudrais partager avec vous. Alors je vous ai dit que tout d'abord, je considère que le juge international, que ce soit un tribunal arbitral ou une cour permanente, et notamment la Cour internationale de justice, le juge international a joué un rôle indéniable en matière de consolidation du respect de la règle de droit dans le domaine de la gestion des ressources en eau. Je voudrais citer un exemple qui m'a toujours frappé, c'est l'extrait de la décision de la Cour permanente de justice internationale dans l'affaire de l'Oder. On en a parlé, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et là, pour expliquer que tant les affluents que le cours principal étaient couverts par l'accord, la Cour a fait référence à une notion en disant « Vous êtes tous, vous, États riverains, vous êtes tous placés sur un pied d'égalité. Vous avez tous droit à l'utilisation du cours d'eau que vous partagez. » Et là, la Cour permanente de justice internationale, à l'époque, avait parlé de communauté d'intérêt. C'était très important, et c'est toujours très important, parce qu'on n'a pas besoin d'un traité pour qu'il y ait une communauté d'intérêt. Et ça rappelle que tous les États riverains, quels qu'ils soient, même s'ils sont en rapport d'asymétrie politique, ont un droit à pouvoir utiliser l'eau de manière équitable, sans dommages significatifs. Alors je souligne cette notion puisque la Cour internationale l'a reprise dans l'affaire Gapchikovo-Najimaros. Elle l'a consacrée, cette fois-ci, pour des questions de production d'énergie, en disant il y a une question de production d'énergie, il y a la construction d'un barrage, on doit régler cette question à la lumière de cette notion de communauté d'intérêt. La Cour internationale a repris aussi cette notion dans une ordonnance en mesures conservatoires dans l'affaire des usines de pâte à papier, où elle a parlé de cette communauté d'intérêt entre les États riverains d'un cours d'eau international. Donc vous le voyez, je considère même que la Cour permanente et la Cour internationale de justice ont permis d'asseoir une notion fondamentale pour la gestion des cours d'eau internationaux. Et là, c'est une contribution indéniable. Je pense aussi que la consécration du principe de l'étude d'impact dans un contexte transfrontalier est aussi une contribution très importante de la Cour internationale de justice. Je pense, je l'évoque simplement, mais à l'époque, à l'heure d'une multiplication des juridictions internationales et des mécanismes de règlement des différends, ce que fait la Cour peut avoir un impact sur les décisions d'autres juridictions internationales, et donc il peut y avoir des lectures croisées qui consolident aussi le respect de la règle de droit. Deuxième observation, c'est le rôle de la science. Et là, on ne peut pas nier qu'un grand nombre, pas tous, mais un grand nombre des différends relatifs aux ressources en eau sont porteurs de questions scientifiques ou techniques. Et finalement, là, ça entraîne un face-à-face entre le juge, qui est un homme ou une femme de droit, de loi, et puis le savoir technique ou scientifique. Et la grande question qui se pose, c'est finalement que peut faire un juge ou une juge pour régler un différend si elle ne recherche pas la vérité scientifique dans des différends où il doit y avoir une recherche de la vérité scientifique. Il y a des problèmes de preuve qui se posent. Il y a le problème aussi du choix des experts. Les experts ne sont pas toujours très compétents, ceux qui sont portés devant aussi compétents qu'ils devraient l'être. Ou alors, il y a aussi des incertitudes. Il y a un nombre d'incertitudes scientifiques en matière de protection de l'environnement et de gestion de l'eau. Et donc, dans ce contexte, on pourra en parler, mais la question de la contre-examination, je vous donne une image d'une affaire récente qui a été portée à la Cour internationale. La question de la contre-examination peut jouer un rôle. Maintenant, c'est une pratique établie devant les tribunaux et la Cour internationale de justice. Il y a ce qu'on appelle en anglais la cross-examination. Une autre solution, c'est que la Cour, le tribunal, nomme son propre expert ou ses experts. Et la Cour internationale a pu le faire à quelques occasions.
La question que je voudrais vous poser, c'est de se dire, mais est-ce que les experts peuvent permettre de répondre à toutes les questions scientifiques qui peuvent se poser? Et je pense à des différends dans lesquels les parties invoquent des dommages à venir, des dommages potentiels, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Comment est-ce que véritablement les experts, par le biais des techniques que nous avons, peuvent permettre d'identifier ces dommages potentiels avec justesse? Il y a beaucoup de suppositions. Et donc, c'est vraiment une question qui est ouverte, c'est finalement, que peut faire le juge par rapport à l'incertitude scientifique à venir? Est-ce qu'il est équipé ou est-ce qu'elle est équipée pour résoudre ces questions? Quelles seraient les techniques que nous devrions mettre en place? Et alors, ça m'amène... Alors, je voulais aussi vous montrer que vous pouvez aussi dire, mais finalement, une cour de justice, un tribunal, pourrait être composé de techniciens, de scientifiques. Et là encore, le traité sur l'Indus a prévu que vous pourriez avoir au moins un ingénieur qui siégerait, ce qui s'est fait dans le cas de l'affaire Kishanganga. Bon, à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce serait que des ingénieurs qui seraient nécessaires. Quand on voit l'évolution de la connaissance en matière de protection de l'environnement, il faudrait aussi que ce soit des gens qui aient un savoir hydrologique, qui aient un savoir environnemental, de biologie, etc. Et donc, voilà, ça c'est une réponse, mais pour le moment, c'est une réponse spécifique. Mais est-ce que c'est suffisant? Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Et j'en viens à ma dernière réflexion, qui est celle de la réévaluation d'une décision judiciaire. C'est-à-dire que la question pour moi, et c'est une question qui m'anime à l'heure actuelle, c'est de savoir, nous le savons tous, le savoir sur la nature est évolutif. Nous apprenons tous les jours de nouvelles choses et nous apprenons tous les jours que nous connaissons peu sur les interactions, sur les effets de nos actions sur le milieu naturel ou les relations entre composantes du milieu naturel. Mais toutefois, la décision judiciaire, elle est définitive. C'est un facteur de stabilité des relations internationales. Elle est rendue et elle doit être appliquée. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de permettre qu'une décision soit revisitée, qu'elle soit reprise quelques années après pour pouvoir évaluer le bien fondé ou non d'une décision. Et là, je trouve que le tribunal, dans l'affaire Kishanganga, a été visionnaire parce qu'il a défini le débit minimum environnemental qui devait rester dans le fleuve Kishanganga. Mais il a donné un certain volume d'eau. Mais il n'avait pas de certitude sur si c'était suffisant ou pas. Et donc il a dit, dans 7 ans, les parties pourront de nouveau s'interroger sur ce volume d'eau et pouvoir peut-être demander à ce qu'il soit réexaminé, quitte à ce qu'il soit augmenté. Et donc là, il a dit, parce qu'il avait ces institutions à disposition, il a dit « La partie aura le droit de demander une révision de ce débit à la commission permanente, c'est la commission mixte, ou à d'autres mécanismes prévus par le traité, c'est l'expert neutre ou c'est le tribunal arbitral. » Mais ça, il a légitimé, et ça je pense c'est très important, la possibilité de pouvoir réévaluer une décision judiciaire. Et je conclurai avec cela. Est-ce que nous avons à disposition à l'heure actuelle ces moyens qui permettraient d'inciter des parties riveraines à revenir à la table de négociation ou de consultation pour évaluer une décision qui a des impacts significatifs sur l'environnement et sur la justice sociale, puisque cela va de pair? C'est une question à laquelle vous pourrez réfléchir et je vous remercie.